Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau style de vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Bienvenue. Comme vous l'avez compris, je vais vous présenter 5 joueurs qui seraient susceptibles d'être associés au PSG en cas de départ pour Thiago Silva. Et qui dit 5 joueurs dit 5 analyses, bien évidemment. C'est parti. Allez, on commence avec un profil qui n'a pas encore été associé au PSG, mais qui le devrait selon moi, Stefan de Vrij. Né le 5 février 1992 aux Pays-Bas, Stefan de Vrij commence le foot sous les couleurs du Feyenoord Rotterdam qu'il défend jusqu'en 2014 et une très bonne Coupe du Monde qui attire l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United. Il s'engage finalement à la Lazio Rome le 30 juillet 2014 pour 4 ans et contre 8 millions d'euros. 4 ans de contrat qu'il ne prolongera pas à la Lazio, se retrouvant libre de tout contrat en 2018. Sa dernière saison à Rome est sa meilleure. Au-delà du statut qu'il a su se trouver en défense, c'est-à-dire pièce maîtresse, il est l'un des meilleurs buteurs d'Europe parmi les défenseurs. Mais après 118 matchs pour 10 buts avec la Lazio, il s'engage librement avec l'Inter Milan durant l'été 2018. En une saison et demie, il a déjà joué 67 matchs avec les Nerazzurri et dans la défense à 3 mise en place par Antonio Conte, on peut dire qu'il s'éclate. En effet, Stefan de Vrij fait sûrement partie des meilleurs défenseurs d'Europe cette saison. 92% de réussite dans ses passes, 5 récupérations par match en moyenne, 86 tirs contrés, 20 buts empêchés, 2 buts marqués et 3 passes décisives pour l'international néerlandais. Au niveau de son profil, on peut déjà constater qu'il est relativement grand, 1,89 m et polyvalent. Il joue la plupart de ses matchs en tant que défenseur central, mais il est aussi capable d'évoluer en tant que latéral droit ou libéraux. Polyvalence qui peut aussi s'exprimer au niveau de l'animation défensive, puisque Stefan de Vrij a su se montrer à son avantage dans n'importe quel système, à 3, 4 ou 5 défenseurs, et ça aussi c'est un facteur très important chez les défenseurs, avec l'apparition de la flexibilité et la diversité tactique que proposent les nouveaux entraîneurs. Certes, aujourd'hui, il joue pour Antonio Conte qui est de la vieille école italienne, c'est-à-dire mettre en place un système défini et très travaillé avant le match sans le délaisser en cours de jeu. Mais de Vrij est parfaitement capable de s'adapter à ce que les nouveaux entraîneurs demandent, être capable de changer d'animation n'importe quand, Nagelsmann et Tuchel en illustration. Son premier atout sur le terrain, c'est sa vision et sa lecture du jeu. En effet, il base sa solidité défensive là-dessus. De Vrij est un défenseur qui voit tout avant tout le monde et son objectif premier est d'aller au duel avec un temps d'avance. On peut aussi noter un sang-froid remarquable n'importe où sur le terrain, et plus particulièrement dans sa surface de réparation. On remarque aussi qu'il ne tacle presque pas, renforçant son statut de défenseur posé qui optimise le temps et l'espace occupé pour récupérer un ballon. Maintenant, si on devait lui trouver un défaut, on pourrait dire qu'il est un peu lent. D'ailleurs, il a dit il y a quelques semaines que le joueur le plus difficile qu'il a eu au marquage, c'est Kylian Mbappé, qu'il a affronté cet été en préparation. Alors qu'il a affronté Ronaldo en Italie et Messi en Ligue des Champions cette année, dire que marquer Mbappé en mode préparation estivale a été le plus difficile pour lui peut confirmer cette forme de lenteur. En termes de dépassement de fonction, De Vrij est excellent. En effet, il se caractérise par la verticalité de ses relances qui sont très tranchantes. Il est capable de briser les lignes adverses bien évidemment, mais il est particulièrement intéressant dans le sens où il est tout à fait capable de chercher et de trouver ses attaquants. En termes d'apport par la verticalité, De Vrij est un des meilleurs d'Europe. On peut rajouter que par le fait qu'il soit capable de jouer et relancer des deux pieds, il peut chercher n'importe quelle zone sur le terrain, il sera capable de la trouver. Hors du terrain, il dégage une belle forme d'humilité et accorde beaucoup d'importance à sa relation avec les supporters de son club. Aujourd'hui, De Vrij a 28 ans et sa valeur marchande est estimée à 48 millions d'euros par Transfermarkt. Il lui reste 3 ans de contrat avec l'Inter Milan où il s'épanouit sur et en dehors du terrain. Mais la crise actuelle peut nous laisser penser que l'Inter devra se trouver des liquidités qu'ils trouveront par la vente définitive d'Icardi, que ce soit au PSG ou à un autre club, mais ce ne sera sûrement pas suffisant. 50 millions d'euros et un joueur qui a la volonté de rejoindre le PSG, on peut penser que l'affaire sera pliée en notre faveur. Allez, on enchaîne avec un deuxième joueur au profil bien différent mais tout aussi intéressant, Upamecano. Né le 27 octobre 1998 à Évreux, Upamecano a été formé au Valenciennes FC. En 2015, il remporte l'Euro des moins de 17 ans avec les Bleuets avant d'être transféré au Red Bull Salzbourg pour 2,2 millions d'euros. Au-delà du fait qu'il rejoint le club autrichien, c'est tout le réseau Red Bull qui lui ouvre ses portes. En effet, il est prêté dans la foulée au FC Liefering en D2 autrichienne et qui appartient au même propriétaire, le groupe Red Bull. Même scénario en janvier 2017, mais cette fois c'est définitif. Upamecano rejoint un autre club appartenant à la société Red Bull, le RB Leipzig, pour 10 millions d'euros. Depuis, même si Upamecano n'a pas été épargné par quelques blessures un peu gênantes, il a fait ses preuves avec plus de 6000 minutes en Bundesliga.
Au niveau de son profil, on peut trouver deux formes de maturité, physique et tactique. En effet, quand je dis physique, ce n'est pas sur sa régularité, mais sur sa morphologie qui a toujours été plus développée que la moyenne. Upamecano fait 1m86, et alors qu'il n'a que 21 ans, on peut dire qu'il a un corps d'adulte depuis un bon bout de temps. Vous l'avez compris, lorsqu'il est sur le terrain et que les blessures ne sont pas à sa poursuite, Upamecano sait jouer de son côté athlétique en 1 contre 1, mais ce n'est pas le premier de ses atouts. Et ici, on va faire la transition sur le deuxième point où il est déjà très mature, la tactique. Il défend en avançant, c'est certain, mais il éprouve aussi un sens du placement très intéressant et une occupation de l'espace très efficiente pour son équipe. En général, lorsqu'il ne peut pas sortir sur le ballon, son corps est placé et orienté de façon à ce que les angles de passe, de tir et les espaces pour le porteur soient réduits au maximum. Et c'est ce qui fait la force d'Upamecano. Il ne fait pas d'erreurs significatives, et pour justifier ça, on pourrait dire que ce n'est pas un fan d'anticipation. Upamecano ne prend pas trop de risques dans ses déplacements et cherche plus à cerner les intentions du porteur pour être réactif lorsque le ballon arrivera au receveur, plutôt que d'analyser la trajectoire des passes pour surgir au meilleur des moments. Et puis, bien évidemment, chez Upamecano, on note cette capacité à créer du jeu par des relances aussi précises que diversifiées. En effet, il est capable de beaucoup de choses dans ce domaine, casser des lignes par des passes dans des intervalles, éliminer 2 à 3 joueurs sur un ballon pied en rupture vers une zone un peu excentrée, ou effectuer des transversales. Upamecano est une véritable rampe de lancement qui peut faire très mal à un bloc par une capacité à jouer dans une multitude de registres pour relancer. Mais ce qui fait sa singularité, c'est l'aisance avec laquelle il réussit à caler 2-3 dribbles par-ci par-là, histoire de se débarrasser d'un pressing gênant pour la relance, ou tout simplement pour temporiser et chercher le bon timing avant de lâcher la balle. Donc au-delà de l'intelligence tactique d'Upamecano, qui ne se caractérise pas par l'anticipation, on trouve une vraie capacité à construire en se montrant dangereux pour l'adversaire, et ça c'est le défenseur moderne dans toute sa splendeur. Au niveau financier, Upamecano est estimé à 45 millions d'euros. Leipzig acceptera de le laisser partir cet été, son départ semble inévitable. Maintenant, Upamecano ne manque pas de courtisans et d'autres grands clubs européens alimenteront une concurrence très rude sur ce dossier. Au moins, il n'y a pas de risque de tomber dans la surenchère puisque le défenseur français de 21 ans dispose d'une clause libératoire qui passera de 100 à 60 millions d'euros cet été. Hors du terrain, on note qu'on parle plus de lui en Allemagne qu'en France. Upamecano n'est pas inconnu, mais il n'a aucune expérience professionnelle dans l'Hexagone, alors qu'en Allemagne, il bénéficie d'un niveau de médiatisation bien plus important, avec notamment un intérêt du Bayern Munich qui fait pas mal de bruit outre-Rhin. Quoi qu'il en soit, rien n'est fait et le PSG pourrait avoir une très belle carte à jouer dans ce dossier. Et puis, 60 millions d'euros pour un défenseur qui dispose d'une telle marge de progression, c'est très intéressant. Allez, on passe au troisième profil avec un joueur aguerri, un défenseur de classe mondiale, français et avec un palmarès complètement dingue, Raphaël Varane. Et ici, nous sommes bien évidemment dans l'utopie avec une opération dont on peut rêver, mais l'envisager serait peut-être rêver un peu trop grand, même si avec le Real, je vous signale tout de même que nous sommes dans une extrême position de force grâce à Mbappé que Madrid veut signer. Et pour ce faire, il faudra bien évidemment conserver et consolider les excellentes relations avec le PSG sans nous froisser. Ils le savent pertinemment. Né le 25 avril 1993 à Lille, Raphaël Xavier Varane commence le sport par le rugby, mais il se tourne rapidement vers le foot et le club de foot d'Elm. Le Racing Club de Lens le repère alors qu'il n'a que 9 ans. En 2002, la formation de Varane a commencé. À 13 ans, il est privé de foot pendant 8 mois à cause de la maladie d'Osgood-Schlatter, fréquente chez les jeunes sportifs. 4 ans plus tard, il signe son premier contrat professionnel, intègre l'équipe réserve du RC Lens et en devient le capitaine à seulement 17 ans. Il commence avec l'équipe première durant l'automne 2010, joue de manière régulière pendant la saison 2010-2011 et porte même le brassard de capitaine en Ligue 1 à 18 ans. Véritable révélation de la saison à Lens, Varane est convoité par 3 clubs, Manchester United, le PSG et le Real Madrid. La relégation de Lens rend son départ inéluctable et c'est le Real Madrid qui rafle la mise pour 10 millions d'euros hors bonus. Il obtient son bac ES et se retrouve 10 jours plus tard à l'entraînement du Real Madrid. La suite, vous la connaissez tous, je ne vous fais pas de dessin. Varane au Real, c'est 2 championnats d'Espagne, une Coupe du Roi, 2 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes de l'UEFA, 4 Coupes du Monde des clubs et le meilleur pour la fin, 4 Ligues des Champions. Sans oublier son expérience avec les Bleus et la Coupe du Monde 2018 qu'il remporte, avec une 7e place au classement du Ballon d'Or de cette même année. Et forcément, le fait qu'il soit français, champion du monde et quadruple champion d'Europe, c'est peut-être ce qui fait toute la différence.
Je ne veux pas le comparer à Thiago Silva, mais ils ont tous les deux une caractéristique commune, leur force incroyable dans l'anticipation, basée sur le calme, la lecture du jeu et la sérénité dans leurs interventions. Mais j'ai envie de rester très simple dans l'analyse. Quand Thiago Silva arrive au PSG en 2012, il a 27 ans, n'a jamais atteint les demi-finales de Ligue des Champions et doit donc emmener le PSG là où il n'est jamais allé. Varane aura 27 ans cet été et arriverait donc au PSG au même âge que Thiago Silva, mais avec 4 Ligues des Champions de différence. Et pour moi, ça joue. Maintenant, avoir l'expérience, c'est bien, être un leader sur le terrain, c'est mieux. Varane l'est. Comme on peut le constater par son parcours, Raphaël Varane a déjà porté le brassard de capitaine à quelques reprises, au RC Lens, mais aussi au Real et en équipe de France. Donc, par son expérience et son leadership naturel, Varane est un vrai leader par son attitude et ses paroles. Au niveau de son profil, on note bien évidemment son anticipation, mais aussi son jeu de tête qui est excellent et qui lui permet aussi de marquer. Et comme tout défenseur moderne, on remarque évidemment que Varane est capable de produire du jeu à la relance. Si on devait retenir une caractéristique, je dirais peut-être la profondeur qu'il est capable de donner à ses ailiers par des passes bien appuyées au sol. On peut aussi dire que c'est un joueur qui a toujours gardé son calme sur le terrain. Au niveau financier, Varane est estimé à 64 millions d'euros et a une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Il lui reste 2 ans de contrat avec le Real Madrid et même si un départ semble très compliqué à envisager, une somme comprise entre 80 et 100 millions d'euros pourrait faire réfléchir Florentino Pérez et sa troupe. Après presque 10 ans au Real Madrid, peut-être que Raphaël Varane serait tenté par un autre challenge tout aussi relevé. On rappelle aussi qu'il va fêter ses 27 ans dans 2 jours et qu'il est donc dans le summum physique de sa carrière et prêt à jouer au plus haut niveau encore 5 à 6 ans. Allez, on va passer au 4e défenseur, un peu plus crédible cette fois puisqu'il est associé au PSG depuis un certain temps désormais, c'est Milan Skriniar. Né le 11 février 1995 en Slovaquie, Skriniar fait ses débuts en tant que professionnel au MSK Žilina à 17 ans. Il termine la saison 2011-2012 et commence la saison 2012-2013 avec le MSK Žilina avant d'être prêté en février 2013 au Zlaté Moravce pour gagner en expérience. La Sampdoria le signe en janvier 2016 pour 1 million d'euros. Un an et demi plus tard, Skriniar est devenu une pièce maîtresse dans son équipe et le plus jeune défenseur à avoir joué au moins 35 matchs en Serie A, ce qui attire l'attention des grosses écuries italiennes, dont l'Inter Milan qui débourse 34 millions d'euros pour s'offrir ses services. 40 matchs lors de sa première saison, 46 pour sa seconde et 29 pour celle en cours. Skriniar est avant tout un joueur d'une rare régularité, puisqu'il ne s'est jamais blessé depuis ses débuts en professionnel. Maintenant, au niveau de son profil, je dirais que c'est un défenseur très complet, que ce soit physiquement, dans les airs, au sol et en termes de vitesse, Skriniar est très bon. L'orientation et l'utilisation de son corps font de lui un défenseur redoutable dans les duels et notamment en 1 contre 1, ce qui fait de lui un défenseur idéal pour le 4-4-2 du PSG qui laisse beaucoup d'espace à l'adversaire, notamment en contre-attaque. Savoir défendre en 1 contre 1, c'est très intéressant pour ce nouveau PSG. On peut aussi noter un bon positionnement qui se manifeste en grande partie lorsque l'équipe adverse effectue des centres. Dans la surface, Skriniar est toujours très juste dans son positionnement et veille à toujours avoir de bons appuis qui lui permettent de s'orienter vers le ballon le plus rapidement possible. En termes de dépassement de fonction, Skriniar est aussi très intéressant. Il sait garder le ballon dans les pieds quand il le faut, et comme il joue à l'Inter Milan d'Antonio Conte, caractérisé par son bloc relativement bas, la première de ses qualités avec le ballon, c'est sa capacité à casser des lignes, tout simplement. On note aussi une belle polyvalence, puisque Skriniar peut jouer dans l'axe droit et l'axe gauche de la défense centrale, mais il peut aussi monter d'un cran pour s'installer au milieu, voire même en tant que latéral droit. Au niveau financier, Skriniar est estimé à 48 millions d'euros sur Transfermarkt, et à 25 ans, la possibilité de rejoindre le PSG pourrait bien évidemment l'intéresser. L'Inter Milan n'est pas vendeur pour le moment, mais la crise que le foot traverse en ce moment pourrait jouer en notre faveur. 50-60 millions d'euros pourraient faire l'affaire. Et des 4 défenseurs que je vous ai présentés pour le moment, c'est la piste la plus crédible. Donc pour remplacer Thiago Silva de la meilleure des manières par un défenseur qui lui ressemble, Raphaël Varane est l'idéal avec le palmarès en plus. Pour la jeunesse et avoir la possibilité d'exploiter un potentiel sur l'avenir, Upamecano a tout d'une excellente affaire, mais le recruter enverrait un mauvais signal à Tanguy Kouassi au PSG. Et puis surtout, on sait tous que Leipzig propose à Kouassi de devenir le remplaçant d'Upamecano là-bas. Et enfin, si Leonardo veut faire marcher son réseau italien, piocher dans la défense de l'Inter Milan à un prix qui n'est pas déraisonnable, cela pourrait faire les affaires du club parisien dans ce mercato où le poste de défenseur central n'est pas la première des priorités.
Et parce que ce poste n'est pas une priorité, parce qu'il mérite le brassard de Thiago Silva, il mérite aussi son rôle dans le projet. Le 5e défenseur de la vidéo est bien évidemment Marquinhos. En effet, il est au club depuis 7 ans, vous savez tous ce qu'il incarne et représente, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, j'ai sorti une vidéo sur lui dernièrement. Il est évident que le brassard de capitaine lui reviendra quand Thiago Silva partira, et le rôle de numéro 1 en défense aussi, selon moi. Si on fait la comparaison avec les 4 premiers défenseurs, déjà Marquinhos est meilleur que certains, et s'il n'avait pas voyagé entre défense et milieu, il ferait très certainement partie des tout meilleurs défenseurs du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas trop dire qu'il en fait partie puisqu'il n'est pas installé de manière durable à ce poste. Mais je suis certain que le successeur de Thiago Silva est Marquinhos. C'est pour cela que je ne fais pas de ce poste une priorité mercato et que si je devais recruter, ce serait si et seulement si une opportunité se présente sur le marché. Opportunité que je verrais bien en un joueur que je vous présenterai demain. Bonne soirée à tous, ciao.